Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour et bienvenue sur ce plateau installé dans la très belle salle de conférence de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, ici à Metz. Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de cette émission proposée et organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Metz Métropole et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Un temps fort qui s'inscrit fort logiquement dans la dynamique renforcée que les deux institutions organisatrices conduisent depuis des mois pour continuer de vous apporter des informations concrètes, utiles sur les sujets qui vous concernent dans vos quotidiens de dirigeants, de managers en cette période si particulière. Alors avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, nous allons bavarder avec sérieux et convivialité autour d'un thème d'une actualité, si ce n'est brûlante, du moins stratégique. On vous propose en effet d'analyser ensemble les effets de la crise sanitaire actuelle sur la cession et la reprise d'entreprises et bien sûr les perspectives qui en découlent. Et si la transmission d'entreprise était un levier de la relance économique que nous souhaitons tous, on peut se poser la question, car oui, les occasions continuent évidemment de se présenter. Le cycle de vie des entreprises, fort heureusement d'ailleurs, ne s'arrête pas. En revanche, le contexte économique, et j'ajouterais peut-être le contexte psychologique aussi, pourrait avoir une incidence sur une démarche de cession et de reprise en ce printemps 2021. En quoi ? C'est ce qu'on va essayer de discuter ensemble. Vous le savez, céder son entreprise est loin d'être une opération simple. Elle engendre des questionnements de tous ordres pour aborder avec sérénité cette démarche qui peut s'avérer périlleuse à bien des égards. L'enjeu de sécurisation est central. Il repose sur un faisceau de problématiques qui doivent être abordées avec précision, profondeur et aussi une bonne dose d'expertise. Alors comment évaluer mon entreprise ? Faut-il vendre maintenant alors que la crise n'est pas vraiment derrière nous ? Dans quelles conditions céder mon entreprise en cette période ? Ces questions et bien d'autres, je vais avoir la chance de pouvoir les soumettre à nos invités pour vous aider à nourrir votre réflexion, à mieux appréhender votre stratégie. Notre rencontre de ce matin sera rythmée, riche, conviviale, je l'ai dit, mais vous en jugerez bien sûr par vous-même, et ce grâce à la mobilisation d'éminentes personnalités, elles sont là, autour de moi, qui ont gentiment accepté d'apporter leurs témoignages pour partager leurs expertises, leurs analyses et assurément vous apporter quelques solutions en matière de cession et de reprise d'entreprise. Alors je vous espère toutes et tous très bien installés en ce début de matinée ensoleillé, ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à interagir avec nous avec le chat qui vous est disponible. Cela me permet d'ailleurs de saluer toute l'équipe technique qui est installée derrière. Vous ne les voyez pas, mais ils sont tout près de nous. C'est toujours un régal et un plaisir de bosser avec des professionnels. Ils le sont pour notre confort ce matin. Merci beaucoup. On y va ? Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Bonjour Xavier Marotel. Il est tout souriant. Merci d'être à nos côtés pour participer à ce panel de discussion. Ça va ? Ça va. Ça a l'air. C'est un plaisir. Il y a le soleil ce matin, donc ça fait du bien. Voilà. Alors, vous êtes conseiller entreprise au sein de la direction de l'appui aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz. Quelques mots sur votre champ de responsabilité ? Alors, surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la cession d'entreprise, comme vous l'avez souligné. Donc, effectivement, mon parcours me permet d'appréhender justement l'accompagnement de tous ces chefs d'entreprise, parce que j'étais moi-même chef d'entreprise il y a quelques années aussi. Donc, j'ai travaillé un peu pendant 17 ans en banque, et après, donc, pendant 5-6 ans en tant que chef d'entreprise, donc le privé, le public. On allie les richesses des deux côtés. Et donc ce qui me permet vraiment, d'être et surtout de comprendre les problématiques qui sont nombreuses des chefs d'entreprise. Très bien, merci beaucoup, soyez bienvenus. Sylvie Morer, bonjour. Comment allez-vous, madame ? Très bien, merci. Alors, vous êtes conseillère entreprise, ici, au sein de la Chambre de métiers et de l'artisanat, dans la direction client, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vos responsabilités ? Donc, j'accompagne les entreprises au quotidien. Donc, je les rencontre, je les conseille, je les écoute, les conseille, leur apporte des réponses à leurs interrogations. Et puis, j'accompagne également les porteurs de projets dans le cadre de la création, mais également de la reprise d'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Bonjour Franck Picard, comment ça va ? Bonjour Guy, ça va bien. La forme ? Très bien. Merci de nous consacrer votre début de matinée. Alors, j'indique pour notre public que vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes au sein du réseau de cabinets Exco. Vous êtes également membre du collège des évaluateurs d'entreprise certifiés par la CCEF, la compagnie des conseils et experts financiers. Alors, quelques précisions peut-être sur vos différentes cordes à votre arc et notamment sur le rôle que vous jouez en tant que membre du collège des évaluateurs certifiés CCEF.
Alors, l'expert comptable accompagne l'entreprise et les dirigeants sur l'ensemble de la vie de l'entreprise, alors de la création à la cession, mais on reste généraliste. La CCEF, c'est une spécialisation avec une formation de 2 ans de spécialisation en évaluation d'entreprise. Et à ce titre-là, en fait, on intervient, on échange avec un collège d'évaluateurs sur les bonnes pratiques, sur l'évolution des méthodes, des ratios. Et donc, effectivement, et on travaille énormément sur la stratégie pour accompagner nos clients. Voilà. Très bien, merci. Philippe Houillon, bonjour. Bonjour, Ravi de Guy. vous accueillir sur ce plateau, ça va ? Ça va très bien, c'est un Ils plaisir sont tous d'être souriants, parmi vous. c'est magnifique. Alors vous êtes fondateur, président du cabinet PH Conseil, spécialisé dans le conseil, l'accompagnement des dirigeants en matière de cession, d'acquisition, de levée de fonds. J'ajoute que vous êtes aussi membre de la Compagnie nationale des conseils en fusion, acquisition. Quelques mots de plus, parce que j'ai forcément été trop court pour vous présenter. C'est résumé près de 50 ans d'activité professionnelle, donc 44 ans dans le monde bancaire, 20 ans dans le groupe CIC, 24 ans à la Banque Populaire, Champagne, Lorraine-Champagne et Alsace-Lorraine-Champagne. Et c'est d'ailleurs au sein de cette entreprise que j'ai démarré mon activité de conseil et d'investisseur financier il y a maintenant 16 ans. Voilà, j'exerce sur le Grand Est auprès de chefs d'entreprise de tailles diverses et variées, allant de la TPE à la PME d'une certaine taille. Et on va en parler. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces quelques mots qui nous permettent et qui vous permettent, cher public, de mieux appréhender, de mieux connaître nos panélistes. Je vous avais prévenu, mesdames, messieurs, que du bon et du très bon. Et j'espère qu'ils vont être bons dans les réponses qu'ils vont nous apporter, mais on va le tester. Alors je crois qu'on ne peut évidemment pas démarrer notre conversation sans parler de la période de crise qui nous a contraints tous dans nos activités respectives, peut-être dans nos perspectives. On le comprendra évidemment au fil de la conversation. Alors, globalement, comment est-ce que vous ressentez, mesdames, messieurs, l'impact, ou plutôt les impacts de la crise sur les entreprises, leurs dirigeants, leurs équipes? Est-ce qu'on peut tirer quelques enseignements de façon assez globale dans un premier temps? Xavier Marotel, je vais peut-être démarrer avec vous. Qu'est-ce que vous observez? Je crois que vos équipes ont été fortement sollicitées ces derniers mois. Plus que sollicitées. Et elles se sont mobilisées avec une agilité hors norme, puisque, comme tout le monde le sait, il y a eu le premier confinement, où donc là, l'économie s'est arrêtée du jour au lendemain, sans que personne n'ait pu anticiper justement cette problématique. Et il a fallu tout de suite se retourner, aller au plus vite et les accompagner. Donc, l'écoute et surtout les renseignements, les fonds de solidarité. Donc ça, c'était comment ça marche, et ainsi de suite, les accompagner là-dessus. L'arrêt brutal de tous ces mécanismes, c'était très compliqué. Ça s'est rodé, ça n'a pas été simple, mais tout le monde s'est mobilisé depuis son domicile, depuis donc le télétravail, dans les bureaux, parce qu'il fallait aussi aller au plus proche de l'intervention, en collaboration, bien entendu, donc toutes les chambres consulaires, la région, la préfecture, tous les acteurs publics ont été au plus proche des chefs d'entreprise. Sylvie Maurer, même de même, effectivement, toutes nos équipes ont été mobilisées, même ceux qui habituellement n'étaient pas en contact avec les entreprises. Nous les avons appelés, nous les avons conseillés, nous leur avons apporté l'aide, les informations qui nous arrivaient également au fil des jours, une journée contredisant des fois la précédente. Donc un gros travail d'information, et nos dirigeants nous apportaient également par mail toutes ces informations que nous devions après répercuter aux chefs d'entreprise au mieux des appels téléphoniques. Mais globalement, je crois que ça s'est bien passé, et au fil des semaines, nous avons senti que les artisans étaient rassurés. Ils savaient qu'ils seraient soutenus, aidés, y compris financièrement. Franck Ficard, quelle analyse vous faites sur l'impact de cette trop longue période sur les entreprises? Une crise brutale, 1 mois et demi d'arrêt d'activité, et après, en fait, énormément d'incertitudes en mars, avril, et une reprise également assez brutale, en fait. Et à la fin 2020, on arrête les bilans, on a perdu entre 10 pour les plus faibles, plus faibles des croissances, et 25-30% d'activité. On a stabilisé nos marges, nos trésoreries. En fait, c'est une crise brutale, mais qui n'a pas les impacts attendus. J'allais dire comme en 2008-2009, par exemple. On va en reparler. Voilà, on va en parler, mais je trouve que effectivement, c'est beaucoup d'incertitudes, une réaction forte,
et de la visibilité quand même. Vous êtes sur la même analyse, Philippe Houillon? Complètement. Moi, je suis étonné, agréablement surpris par la capacité d'adaptation des femmes et des hommes qui dirigent les entreprises et qui immédiatement se sont centrés sur comment résister, comment se remettre de ce séisme, puisqu'il n'y a pas d'autre terme. D'autant qu'on n'avait aucune visibilité sur... on savait dans quoi on entrait, mais on ne savait pas du tout comment et quand, surtout, on allait en ressortir. La preuve, c'est qu'on est toujours dans la crise sanitaire et que le redémarrage économique se fait fortement au plan mondial et qu'il est difficile de se caler sur ce schéma. Alors justement, M. Picard vient d'évoquer 2008-2009, c'était une autre crise. Quelles sont finalement les différences, s'il y en a? Alors, la différence essentielle, c'est que même si on était dans un ralentissement économique dans les deux cas, au plan mondial, en 2008, c'est d'abord la crise financière qui a révélé tout le reste. Cette crise, elle a aussi été brutale, mais elle concernait surtout les acteurs du financement. Il y a eu une grave crise de liquidité du monde bancaire. Et dès lors que, cette crise a été jugulée par les pouvoirs publics de tous les pays et qu'on a mis en place quelques verrous, en espérant que ces verrous suffisent pour éviter un retour massif de ce genre d'opération. La reprise s'est faite parce que les entreprises, elles, n'étaient pas impactées au sens direct dans leurs organisations, elles étaient impactées par les conséquences économiques. Mais les crises économiques, on en a connu un certain nombre. Je peux vous dire qu'en 50 ans, j'ai vu quelques soubresauts en passant par les crises pétrolières. Mais la crise sanitaire, elle, c'était de l'inédit. On n'a rien connu de tel sur l'immédiate après-guerre, en fait. On n'a pas l'expérience. Franck Picard, de vraies différences entre 2008-2009 et cette période en termes d'impact. En termes d'impact, la crise a été... Enfin, globalement, elle n'est pas finie, la crise actuelle. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais elle a été plus brutale. Et comme l'a dit Philippe, effectivement, c'est une crise financière d'abord. Ce n'est pas un arrêt de la production, ce n'est pas un arrêt de l'économie, c'est vraiment un arrêt des financements et des liquidités. La crise financière de 2008-2009 a duré 1 an. Là, on a subi quelque chose en 2 mois. Et on a une reprise, alors j'allais dire, j'espère en V, mais peut-être en W. Ça, voilà. C'est vraiment la grande différence entre les deux crises. Et les pouvoirs publics, je veux dire, les banques, ont massivement, j'allais dire, injecté des liquidités tout de suite avec le plan de relance et le PGE dans l'économie, ce qui a permis en fait de maintenir les emplois et les entreprises en vie. Ça, c'est important. Merci de nous avoir rappelé ces éléments de contexte, Madame, Messieurs, c'est important. Notre sujet du jour concerne la transmission d'entreprise. Peut-être pourriez-vous nous indiquer quelques chiffres pour nous mettre dans le bain. Que représente finalement le marché de la cession reprise en France, en Grand Est, en Moselle? Je sais bien que ce marché est toujours difficile à préciser, à appréhender. Franck Picard, est-ce que vous avez quelques éléments? Vous avez la chance d'avoir une vision locale de ce beau sujet? Alors oui, effectivement, en fait, la cession transmission d'entreprise, en 2013, c'est à peu près 75 000 entreprises cédées en France, avec des territoires plus ou moins dynamiques. En 2017-18, on est à 50 000 entreprises cédées. Donc on voit qu'on a une légère décroissance des entreprises cédées, non pas de la qualité, mais il y a un phénomène de concentration qui existe. Et là, j'allais dire, en Lorraine, et plus particulièrement, enfin, dans le Grand Est et plus particulièrement en Lorraine, on est relativement dynamique. On n'est pas la région la plus dynamique sur la cession-transmission. On se comporte bien. Mais on se comporte bien. Voilà, ça c'est important. C'est très important. On se comporte très bien. Philippe Houillon, vous confirmez? Il est difficile d'avoir des chiffres, comme le disait Franck. On a des estimations, surtout d'abord parce que c'est un marché gris, puisque c'est un marché de gré à gré. Il n'y a pas de publication, ni des prix de cession, ni des... Et en fait, il est difficile, même si des travaux ont été réalisés par différentes structures. Oui, on peut le savoir par séquence. Voilà. Il y a des périodes. Et plus on descend dans le détail des régions, des départements, voire même des bassins industriels, plus on a de mal à avoir des éléments, d'autant que une grosse partie de ces cessions concerne des très petites entreprises,
entreprises artisanales et des commerçants artisans. Et donc, il est encore plus difficile d'aller dans ce détail. Xavier Marotel, allez, je vais utiliser une expression peut-être impropre. Dans une année dite normale, combien de dossiers, combien de coups de fil sur la dimension cession, reprise traitez-vous? Session, reprise, déjà, bon, c'est... Je sais, les approches ne sont pas les mêmes. Je fais exprès. Il faut avoir plusieurs angles. Là, au niveau des chambres, on a une approche déjà dite collective, donc avec une information, une sensibilisation. Donc, après, c'est suivi aussi d'approches thématiques. Donc là, on rentre vraiment plus dans un sujet. On va travailler sur qu'est-ce qu'il existe comme type d'accompagnement. Reprise en scope, reprise par les salariés, accompagnement avec une reprise familiale. Donc déjà, il faut savoir différencier sur tous ces angles. Déjà dans des spécificités, oui. Donc ça, voilà, il y a plusieurs actions. Après, il y a ce qu'on appelle un accompagnement dit individuel. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet où on va faire un diagnostic. On va cristalliser la situation de la société à l'instant T, de façon à ce qu'on s'en imprègne pour pouvoir au mieux accompagner le dirigeant qui se pose les bonnes questions. Il n'aurait peut-être pas pensé d'ailleurs, parce que dans un cercle familial ou professionnel, on n'ose pas peut-être communiquer là-dessus. Et puis après, on peut aller sur l'évaluation, donc en accompagnement, bien entendu, d'experts, pour avoir une autre idée aussi. Voilà. Donc le tout à peu près, allez, dans une approche dite globale, une centaine par an. Une centaine d'opérations. Voilà. Sylvie Maurer, est-ce que vous avez des statistiques tout aussi précises que celles de M. Marotel? En tout état de cause, lors de nos rendez-vous avec les chefs d'entreprise, la transmission est abordée à un moment de l'entretien. Mais c'est vous qui le provoquez? Oui, généralement, voilà, nous le provoquons. Les chefs d'entreprise ne savent pas comment aborder la transmission. Globalement, quand on l'évoque avec eux, ils ont envie de transmettre leur entreprise, mais ils ne savent souvent pas par quel biais démarrer. Donc nous avons amélioré, effectivement, la Chambre des métiers a amélioré donc l'offre d'accompagnement des chefs d'entreprise depuis quelques années. Et nous les accompagnons donc effectivement mieux en leur apportant des solutions, notamment dans les métiers alimentaires, de services, l'entretien et la réparation. Et je pense que nous devons accentuer les contacts avec les métiers du BTP, qui sont probablement moins sensibles à la transmission de leur entreprise. Pourquoi? C'est culturel? Souvent, alors, les entreprises qui ont des salariés sont plus dans une démarche de transmission. Par contre, l'artisan du BTP qui est seul se contentera souvent de fermer son entreprise, éventuellement valoriser son matériel. Comment est-ce que vous évaluez la situation en matière de cession et reprise d'entreprise pendant la crise? Est-ce qu'on peut éventuellement distinguer des impacts positifs de la période pour les TPE et PME, ou à contrario, quels sont les impacts plutôt négatifs? Je vous pose la question à tout le monde. Je vais démarrer avec vous, Philippe Houillon et Franck Picard. Je vous lance la balle parce que j'imagine que vous analysez ça de très près dans vos accompagnements. Qui prend la balle? Allez, Philippe. Si j'osais la formule, je dirais que pendant les travaux, la vente continue. En fait, moi j'ai traité autant de missions que par le passé, qu'avant la crise. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense aussi que le fait d'être aux côtés des chefs d'entreprise, mais c'est le cas des 4 personnes ici présentes sur le plateau, à partir du moment où on les accompagne, où on les rassure sur la façon de faire, en fait, il fallait absolument faire en sorte que cette chaîne ne soit pas brisée. Bien sûr. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'acquéreurs. Et il y a aussi, malheureusement, chaque année, on prend un an et l'horloge du temps tourne et il faut la respecter. Franck Picard, votre analyse? Moi, je rejoins complètement Philippe. J'allais dire, j'aime bien l'approche de Xavier pour expliquer. On a à peu près 35% des entreprises qui sont transmises en interne, c'est-à-dire aux salariés ou à la famille. On a 15 ou 20% des entreprises qui meurent naturellement. C'est l'exemple de Sylvie. Et il y a à peu près 40% des entreprises qui vont être cédées en externe, c'est-à-dire à un tiers. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de Covid? Ça s'est arrêté brutalement pendant 2-3 mois et les négociations ont repris naturellement après. Alors ça c'est quand même assez surprenant parce que, alors on a eu, enfin moi j'ai eu un peu moins de cas, il faut quand même le dire, mais on a eu des cas qui étaient toujours très positifs et dont l'impact Covid, j'allais dire, n'a pas eu d'effet, en tout cas sur la valorisation et sur la transmission. Et ensuite,
j'allais dire, c'est aussi une opportunité, ce Covid, pour se poser des vraies bonnes questions et essayer d'analyser, j'allais dire, les domaines d'activité stratégiques dans l'entreprise et aller chercher de la marge là où forcément on ne se posait pas forcément. Et moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont posés des vraies questions, qui se sont arrêtés pendant 1 mois et demi, qui ont réfléchi à leur stratégie et qui vont maintenant chercher, j'allais dire, de la rentabilité et de la marge vraiment dans leur métier et laissent un peu de côté ce qui est un peu superflu. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Sylvie Morer, est-ce qu'on doit ou on peut avoir une démarche dans cette analyse par secteur d'activité? Est-ce que certains s'en tirent mieux que d'autres Alors globalement, effectivement, les secteurs de l'alimentation, du BTP ont repris leur activité immédiatement après la fin du confinement et ont retrouvé leurs clients. Mais il est vrai que ceux qui étaient déjà engagés dans une communication peut-être digitale, numérique, ont pu maintenir un lien pendant cette période de confinement qu'ont apprécié leurs clients et la reprise a été peut-être plus facile pour eux. Après, les secteurs de la restauration rapide ont souffert et continuent à souffrir, y compris avec le couvre-feu. Sur la dimension transmission-reprise, l'impact par secteur? Alors l'impact, les accompagnements qui étaient initiés avant se sont poursuivis. De nouveaux contacts ont été repris depuis. Je n'ai pas réellement constaté une baisse de l'activité. Et vous, Xavier Marotel, des secteurs? Comme l'a souligné Franck, le premier confinement était dans un effet de sidération totale, qui a amené une réflexion. Mais on est 1 an après, finalement. On est 1 an après. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a constaté quand même que l'État a mis les moyens, on l'a souligné, avec des aides. Donc l'économie était quand même un peu sous perfusion dans certains secteurs d'activité. Il y a des cycles naturels de société qui meurent naturellement et on s'aperçoit que l'année, finalement, on a constaté moins de fermetures. Donc, quid quand la perfusion va être retirée? Mais néanmoins, aujourd'hui, les demandes sont quasi quotidiennes, et cela, effectivement, dans tous les secteurs, que ce soit donc le commerce classique, jusque des groupes de petite industrie, de bureaux d'études, dans l'industrie automobile. Voilà, on rencontre toute typologie. BTP, moi aussi. Voilà. On ne va pas les oublier. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On va bien sûr approfondir. Qui est riche et varié d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. On va bien sûr approfondir le sujet davantage encore. Nous sommes là pour ça. Mais très spontanément, après ces premières analyses, quels conseils donner aux dirigeants et aux dirigeantes? Est-ce qu'on est globalement dans une bonne période, je mets des guillemets, pour transmettre, pour reprendre? Est-ce qu'on doit freiner ou accélérer la démarche? Philippe Houillon, allez, mouillez-vous un peu. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut continuer le processus. Et le chef d'entreprise, mais je crois que Franck le disait fort bien, les chefs d'entreprise ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le business model et savent quelles sont les forces et les faiblesses de leurs entreprises. Quand on vend, il faut absolument avoir fait ce diagnostic préalable. Donc, finalement, ce diagnostic, il est fait. On sait à quoi s'attendre. On sait maintenant, avec 1 an de recul, comment on a cette capacité. Alors, j'aime pas le terme de résilience. On l'utilise. C'est un joli mot quand même. Oui, c'est un joli mot. Sauf qu'on l'utilise, c'est un peu la tarte à la crème. Mais ce terme est bien choisi en ce qui concerne le monde de l'entreprise. Et à partir de là, on se met en marché avec une vraie connaissance de l'intérieur, avec ses forces et ses faiblesses. Donc, il ne faut pas avoir peur. Côté acheteur, la vraie question, c'est est-ce qu'on va acheter au bon prix? Qu'est-ce qu'on va trouver comme cadavre dans le placard? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais là encore, les audits sont là pour aider à y voir clair. Merci. Franck Picard, vous seriez sur le même registre, genre oui, mais? Exactement. Moi, je trouve qu'actuellement, il faut y aller. De toute façon, j'allais dire, l'économie et la vie continuent. Donc, à un moment donné, la transmission ou la cession, il ne faut pas repousser le sujet. Par contre, il faudra être très vigilant sur les business models, sur les stratégies passées et sur les stratégies futures. Et peut-être, effectivement, baser le prix sur un constat présent avec éventuellement des clauses earn-out ou des clauses de révision de prix sur les 2-3 prochaines années pour nous permettre, effectivement, pour permettre à l'acheteur d'avoir une visibilité dans ce monde d'incertitude actuelle, enfin dans l'incertitude actuelle. Donc ça, c'est... Mais moi, je dis oui, avec des précautions,
et surtout en analysant et en auditant bien la structure, qu'elle soit petite ou grande d'ailleurs, hein, c'est pas le sujet. Hein. Merci pour ces premières approches. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nos experts sont là pour vous apporter des réponses très concrètes, très proches de vos propres réflexions. Je voudrais qu'on approfondisse un petit peu le raisonnement, si vous voulez bien. Philippe Houillon, faisons un peu de pédagogie, hein, si vous voulez bien. Ce serait bien de rappeler peut-être les différentes façons de transmettre. Je crois qu'il y en a 3, si j'ai bien révisé, mais vous allez les préciser. Alors, on va mettre de côté la transmission à titre gratuit, puisque celle-là, elle est plutôt d'ordre patrimonial au sein du groupe familial. Donc là, on la met totalement de côté. Lorsqu'on parle de transmission à titre onéreux, c'est-à-dire qu'elle va générer un prix à la transaction, il y a effectivement trois catégories d'acheteurs possibles. Il y a un ou plusieurs membres de la famille, donc ça se fait dans le cercle familial. Un ou plusieurs salariés de l'entreprise auxquels on va greffer éventuellement un autre savoir-faire externe. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et là, il y a notamment tout le rôle des scopes qui peut être intéressant dans ce cadre-là. Et le troisième, qui est la recherche d'un tiers, qui peut être un repreneur individuel. Et il y en a de plus en plus sur le marché qui sont bien formés, qui ont bien réfléchi à leur projet, ou un confrère, mais néanmoins concurrent, et un groupe éventuellement accompagné ou non de financiers. Et là, on pourra peut-être y revenir. On y reviendra certainement tout à l'heure. Franck Picard, vous pouvez évidemment compléter ce point. Je voudrais prolonger ma question. Quelles sont finalement les modalités les plus en vogue parmi ces 3 cas que vous évoquez, Philippe Houillon? Et est-ce que les choses risquent de changer dans les semaines, les mois ou années qui viennent? Alors, non, les choses ne risquent pas de changer. Alors, sur les modalités, quand on a un prix, c'est simple, il faut définir un prix avec des méthodes d'évaluation. Donc là, en fait, c'est les agrégats, les ratios qui changent. Mais j'allais dire, les méthodes, elles, sont quasi immuables depuis, le commerce. Pas la nuit des temps, quand même. Mais tel qu'on le connaît actuellement. Donc, par contre, on peaufine les méthodes au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous souhaitez que je les détaille, ces méthodes. Rapidement. Alors, rapidement, on va avoir une méthode analogique qui sera en fait basée sur la rentabilité de l'entreprise et son EBITDA, ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, la trésorerie générée par l'activité, avec un multiple qui peut aller de 4 à 10. Ça, je fais simple. Voilà. Après, on a effectivement ce qu'on appelle l'évaluation selon les flux futurs, les cash flows futurs de trésorerie. Donc là, ça s'appelle les méthodes DCF. Donc là, on fait un business plan de rachat et on va effectivement valoriser la société. Alors, sachez quand même que dans un business plan de rachat, il y a le business plan du vendeur, il y a le business plan de l'acheteur. Donc là, on peut être un peu en discordance, l'acheteur ayant pour principe de faire des économies, le vendeur ayant effectivement aussi une logique de croissance de chiffre d'affaires souvent un peu propre. Donc ça, c'est et il y a la fameuse méthode dite patrimoniale, la valorisation du fonds de commerce en fonction d'un multiple de chiffre d'affaires, enfin d'un pourcentage de chiffre d'affaires. Ça, c'est des méthodes qu'on retrouve dans les TPE, qui sont d'actualité, mais qui sont moins usitées. Alors, je dirais que les 2 premières méthodes que je vous ai présentées, c'est à peu près 80% et la méthode patrimoniale, elle, qui était prépondérante à une époque, devient en fait un étalonnage des deux précédentes méthodes. Voilà pour. On va poursuivre bien sûr sur cette question de la valorisation. Merci déjà de l'avoir largement introduite. J'aimerais recueillir votre sentiment, Sylvie Morer et Xavier Marotel, vous qui croisez des dirigeants tous les jours en cette période particulièrement exigeante, remplie d'incertitudes. Vous l'avez dit plusieurs fois. Comment est-ce que vous ressentez finalement la motivation des dirigeants concernés pour continuer de garder une entreprise, je mets des guillemets encore, présentable? C'est dans leur ADN. Ils se battent tous les jours, mais encore plus aujourd'hui. Quand on est chef d'entreprise, de toute façon, on veut pérenniser son entreprise, on veut la développer, on veut la faire grandir. Donc, on est toujours confronté, de toute façon, dans un cycle même dit classique, à des contraintes et des difficultés, qui peuvent être personnelles, qui peuvent être extérieures, et ainsi de suite. Bon, là, aujourd'hui, c'est une difficulté nationale, internationale. Donc, aujourd'hui, les gens se battent et sont vraiment surmotivés et innovent. Parce qu'ils mettent en place des solutions qu'on n'aurait même pas imaginées un an en amont. On a parlé des click and collect sur les petits commerçants, on a parlé des services avec le net et ainsi de suite. Donc aujourd'hui,
les mentalités changent, évoluent très très rapidement, d'accord, pour se mettre à la page. Mais le dynamisme est plus que présent. Madame Maurer, vous confirmez. Il y a peut-être aussi une dimension psychologique, non, à intégrer dans cette réflexion pour garder mon entreprise présentable, justement. Effectivement, lorsqu'on rencontre le chef d'entreprise, on va faire un diagnostic et on va ressortir des points faibles et des points forts. Et actuellement, nous travaillons peut-être un peu plus sur effectivement les points faibles et peut-être effectivement continuer à poursuivre le développement de l'entreprise. Donc notamment sur l'aspect digital et numérique, mais éventuellement mettre en place un fichier client ou poursuivre les investissements en matériel. L'erreur à faire serait de ne pas continuer à investir et d'essayer de vendre une coquille vide. Ils l'entendent. Ils l'entendent, oui. On sent une hésitation, et on peut le comprendre, bien sûr. C'est un travail de fond. Une transmission, c'est vraiment un travail sur la longueur. Donc une présence sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Xavier Marotel, je prends un exemple, une entreprise à l'arrêt, vous en avez croisé un certain nombre ces derniers mois, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle vaut? Quels sont les paramètres qui doivent être pris en compte dans son évaluation? De toute façon, il y a déjà un chiffre d'affaires antérieur. Bien sûr. Même quand on l'a souligné, aujourd'hui, même s'il y a un arrêt total, il y a des éléments de valorisation. Je prends l'exemple des CHR, donc café, hôtellerie, restaurant. Là, c'est un impact à 100%. Ils recommencent seulement à recommencer doucement leur activité. Doucement. On va étudier. Il y a une valorisation, il y a déjà l'emplacement. Donc ça, c'est déjà le numéro 1, ça c'est l'emplacement, le secteur où il se trouve. Le secteur d'activité qui est toujours en plein renouveau, parce qu'on innove des concepts. À chaque fois, tous les ans, on voit des nouveaux établissements, place to be, ainsi de suite. Donc, ça se renouvelle tout le temps. Donc là, il y a des gens qui vont en profiter, parce qu'ils sont déjà à la tête de plusieurs établissements pour faire des affaires. Mais malheureusement, il y en a qui vont perdre, dans le sens où ils n'ont plus de trésorerie, malgré la perfusion de l'État, parce que les charges étaient vraiment trop importantes, quand ils se sont lancés dans un cycle où ils étaient... ni trop jeunes, ni trop vieux, mais il y a encore beaucoup de dettes dans l'entreprise. Par contre, ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux dont plus de dettes, un loyer faible, ou voire propriétaire des murs. Voilà. Philippe Houillon, est-ce que le timing des démarches s'est allongé ces derniers mois? Est-ce que les audits réalisés sont plus stricts, peut-être, pour évaluer certains points particuliers? Pour les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, c'est-à-dire la difficulté et l'absence, je ne vais pas dire totale, mais en tout cas importante de visibilité. La problématique, surtout du côté acheteur, c'est être vigilant sur tous les points et peut-être encore d'autres points auxquels on ne pensait pas habituellement, de se dire quel va être l'impact de tel ou tel aspect de l'activité de l'entreprise. Un exemple dans le futur. Si ça vous vient un premier exemple, les conditions d'exercice du métier. J'accompagne une entreprise dont les équipes vont jusqu'aux portes de Paris et travaillent toute la semaine en déplacement. Jusqu'à l'avant-Covid, les équipes dormaient dans des chambres d'hôtel doubles et donc on ne payait qu'une chambre pour deux. À partir du moment où on est entré dans la crise sanitaire, les paramètres se sont totalement modifiés. Il faut 2 chambres individuelles. Et là, le prix du déplacement, donc les charges mathématiquement augmente. Par contre, on ne peut pas améliorer la marge puisqu'on est sur des marchés signés antérieurement et sur lesquels on ne peut pas renégocier avec le donneur d'ordre le prix initial. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est le coût des approvisionnements. On voit que pour un certain nombre de matières premières, les prix ont totalement flambé. Alors, outre la difficulté à faire venir ces matières qui viennent maintenant de très loin par bateau quand elles ne sont pas coincées dans le canal de Suez, mais également à des prix qui sont devenus totalement fous. Franck Picard, des audits plus stricts? Je ne veux pas dire plus rigoureux, ils sont toujours rigoureux, mais plus stricts, plus pointilleux? Oui, on est sur des démarches, j'allais dire, qui se rallongent. Donc forcément, à un moment donné, on va aller un peu plus dans le détail et on va remettre en cause le business model. Et effectivement, dans le sujet, on va être vigilant à faire des audits un peu plus importants, et notamment sur les périodes en cours. C'est-à-dire qu'en 2019, on arrête un bilan au 31 décembre, la période Covid arrive, on essaye de négocier, on va reporter de quelques mois, on va demander des situations, on va demander quelles ont été les démarches entreprises par le chef d'entreprise pour
pallier à la crise. Et effectivement, on va aller un peu plus loin dans le business model, alors parce qu'il y a de l'incertitude devant. Et pareil, on va aller un peu plus loin dans les prévisions. On va être beaucoup plus prudent. On va se demander là où va y avoir des sources d'économie. Comment vont se comporter les marges. C'est positif tout ça finalement. Finalement, pour le chef d'entreprise, c'est très positif. Ça sécurise davantage tout son processus. Oui, exactement, vous avez raison. Alors j'allais dire c'est positif parce que pour la première fois depuis très longtemps, alors la crise financière, on ne s'est pas arrêté. Pour la première fois depuis très longtemps, on remet en cause, j'allais dire, un petit peu sa situation actuelle, avec du temps. Et ça, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont dit ça a été salutaire pour mon entreprise et mon activité. Pardon d'aller dans les détails, mais on est là pour ça aussi. Comment est-ce qu'on neutralise les deux exercices 2020-2021 ? Xavier Marotel, j'aimerais bien... c'est pas une question piège, mais je pense que c'est un vrai sujet, non ? Déjà, pourquoi les neutraliser ? C'est une question de béotière, vous savez. Parce qu'il y a des sociétés qui, au contraire, ont même plus que performé qu'en année antérieure. On peut reconnaître que ce n'est pas forcément le cas de la majorité des entreprises. Donc, ce n'est pas tous les secteurs qui sont impactés. Donc, la neutralisation d'un chiffre d'affaires, moi, je trouve ça un peu... non, enfin, pas pour moi, ça ne sert à rien de les neutraliser. Au contraire, on va faire, comme vient de le souligner Franck, une projection sur des prévisionnels beaucoup plus pointus. Et là, ça nécessite une véritable analyse. En tant que repreneur, justement, il faut anticiper. Mais le cédant, il a une situation à présenter. Voilà. Ça ne reflète pas la vraie situation économique. Hein. La neutraliser ou la cristalliser, moi, je pense que non. Voilà. Franck Picard, ma question est incongrue ? Non, elle est d'actualité. Elle est d'actualité. Maintenant, j'allais dire, on n'a pas assez de recul. Alors moi, je rejoins totalement Xavier. 2020, on a arrêté les bilans. On a des bilans pour des secteurs d'activité, et ils sont nombreux. On a des bilans qui sont positifs. D'ailleurs, j'allais dire, si on vous avait dit la même chose au mois d'avril 2020, vous auriez dit, c'est pas possible. Ouais. Donc, est-ce qu'on les neutralise ? Oui et non. En fait, c'est une réponse de Normand que je suis en train de vous faire. Parce que globalement, on va plutôt essayer de les neutraliser dans les prévisions qu'on va effectuer. Vous voyez ? Et alors après, est-ce qu'on va apporter des cotes, des surcotes, des décotes ? Ça va dépendre un petit peu des actions entreprises. Et là, Sylvie l'a dit, le digital, c'est intéressant, parce que c'est comment le chef d'entreprise a su pivoter, a su manager. Voilà. S'il est resté dans son modèle actuel, il est clair qu'on va forcément, à un moment donné, appliquer une décote. S'il a su rebondir, là, on pourra revaloriser son entreprise. Allez, Philippe Houillon, aidez-moi. Moi, j'ajoute une difficulté à l'exercice, c'est qu'en général, quand on achète, on est obligé d'emprunter, alors particulièrement si on est repreneur personne physique. Et là, on va devoir aller voir la place bancaire. Et la place bancaire, elle est confrontée, comme tout le monde, mais avec un regard, on va dire, très, très focalisé sur les chiffres. Et le banquier se base d'abord sur l'existant et sur le passé. Alors, quand on a le 2019, on se dit en 2020, ouais, c'est pas mal, on prolonge les courbes et on y va. Quand on a le 2020, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Et on se dit, et 2021, ça va être comment ? On ajoute à ça l'effet un peu anesthésiant de la mise en place des prêts garantis par l'État, les reports de charges, voire les aides en matière de chômage partiel. Et là, vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez et vous vous dites comment le banquier va-t-il réagir quand il va voir le dossier ? Et ça, et je me mets à la place des banquiers, je l'ai été, donc je ne leur jette pas la pierre. C'est un exercice très compliqué. Sylvie Maurer, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du banquier. Allez, ça tombe sur vous. Comment on traite cette épineuse question ? Oui, le banquier va effectivement regarder les chiffres, il va regarder l'activité des années précédentes. Il va peut-être avoir effectivement un peu plus de mal pour se projeter, mais effectivement, là, j'accompagne un salon de coiffure. Ça fait des années que le chiffre d'affaires est stable. La baisse de chiffre d'affaires 2020 s'explique. Les salons ont été fermés pendant 3 à 4 mois. Et on voit que les tendances sont bonnes. Les chiffres d'affaires des débuts d'année sont bonnes. Donc, le bilan 2021 devrait être
similaire à ce qu'il était préalablement à 2020. Donc je pense qu'un banquier va peut-être faire abstraction de l'année 2019 sur certains secteurs. Donc les secteurs qui ont maintenu leur activité, il n'y aura globalement pas de difficulté. Mais le banquier va également regarder le profil du repreneur, ses compétences techniques, ses compétences de futur chef d'entreprise. Donc effectivement, ce n'est pas que les éléments financiers qui sont pris en compte par le banquier. Philippe Houillon, est-ce que dans le protocole d'accord, on doit forcément retrouver des clauses particulières, spécifiques relatives à la période Covid? Si vous me dites oui, il faut me dire lesquelles. On l'a déjà un peu évoqué, c'est Franck qui l'a fait sur ces clauses dites de rendez-vous, de earn-out. Enfin, j'aime pas le terme anglo-saxon, mais on l'évoque. Le earn-out est un complément de prix. On l'a déjà pratiqué dans le passé. Alors c'est un jeu difficile à jouer parce que l'acheteur, il y a intérêt. Et le vendeur, il se dit, à partir du moment où j'ai donné les clés de l'entreprise à l'acheteur, je n'ai plus de regard sur la façon dont il gère et dont il va arrêter les comptes. Et donc, finalement, on peut se dire que ça peut être un jeu de dupes. Il va falloir là instaurer des choses encore un peu plus complexes. Et il faut qu'on fasse preuve, nous, conseils, je pense aux experts comptables, je pense aux avocats qui entourent les chefs d'entreprise et notamment les acquéreurs, pour réussir à bâtir quelque chose qui permette à chacun d'y trouver son compte. Bien sûr. On risque d'y passer un peu de temps, d'avoir quelques réunions un peu sportives, notamment sur un sujet qui est la garantie d'actifs et passifs. Je pense que Franck sourit, mais c'est un sujet, puisque quand on vend une entreprise, il est habituel, pour ne pas dire totalement obligatoire, de donner à l'acheteur, que le vendeur donne à l'acheteur une garantie sur le patrimoine qu'il lui transmet. Et cette garantie, elle porte sur les 3 années qui suivent la transaction. En fait, elle garantit que les actes de gestion qui ont été réalisés avant la cession ne produiront pas d'effet négatif dans la partie suivante de l'activité. Voilà. Donc, il va falloir faire preuve de je ne sais pas comment le dire, de créativité peut-être. Je ne pensais pas qu'on parlerait de créativité ce matin, mais pourquoi pas, mes chers panélistes. Beaucoup de choses importantes ont déjà été dites. Je vous en remercie. De très belle qualité d'intervention. Je surveille en même temps le chat qui est calme pour l'instant, mais n'hésitez pas, mesdames, messieurs, à nous envoyer à nos panélistes, à nos invités, vos questions si vous en avez. Mes chers invités, on va poursuivre un peu notre réflexion, si vous voulez bien, à l'endroit où nous étions rendus. On parle toujours de valorisation. Sylvie Maurer, la santé économique de l'entreprise dépend bien sûr de paramètres très larges. Son environnement en fait partie. On va prendre un exemple, la santé des clients est tout aussi importante à prendre en compte dans la démarche d'audit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce point-là ? Effectivement, par exemple, si je prends l'exemple du bâtiment, une entreprise qui avait majoritairement des clients professionnels, certains secteurs se sont arrêtés. J'ai le cas d'une menuiserie qui faisait essentiellement des agencements de magasins. Eh bien, cette entreprise a vu son activité baisser. Par contre, la même entreprise qui a une clientèle de particuliers, les particuliers se sont recentrés sur leur domicile et massivement, à partir de la fin du confinement, ont contacté les artisans et ont massivement demandé l'intervention de mes fameux menuisiers pour faire des travaux d'amélioration de leur habitat. Donc effectivement, 2 entreprises qui ont un chiffre d'affaires et une activité similaire, mais l'un avec un client professionnel qui peut être en difficulté, donc va lui-même se retrouver en difficulté, l'autre qui a une clientèle de particuliers qui va voir son chiffre d'affaires boosté. Franck Picard, vous souhaitez compléter ce point ? Il n'est pas anodin. Hein ? Non, il n'est pas anodin du tout. D'ailleurs, ce qu'on a constaté en 2020, c'est qu'on a eu une perte de chiffre d'affaires. Et donc forcément, effectivement, les clients de votre entreprise que vous allez céder sont essentiels. On disait, on les sectorise, etc. Par contre, ce qui se passe maintenant en 2021, c'est qu'on a les carnets de commandes qui se sont remplis, d'accord ? Mais par contre, on se rend compte effectivement que la reprise est là, et à contrario, on n'arrive plus forcément à fournir le chiffre d'affaires parce qu'on a restructuré nos entreprises en 2020. Et donc forcément, l'effet Covid, on s'est éparpillé sur soi-même, mais on a réduit nos effectifs, la voilure. Et globalement, en fait,
il y a un temps d'inertie. Comment faire face? Comment faire face? Alors ça, c'est très compliqué, en fait. C'est comment calibrer notre organisation, alors dans le cas d'une transmission, mais dans le cadre également de la vie courante, hein, et surtout être capable de reprendre. Alors moi, j'avais un industriel qui disait, c'est en temps de crise qu'il faut investir. Parce que la reprise n'est pas loin. Alors après... Et ça, c'est une industrie lourde. Et c'était assez flagrant, parce qu'en temps de crise, on a tendance à plutôt se replier, plutôt réduire la voilure, alors qu'il faut se préparer à la reprise. Et nos clients, actuellement, sont en recherche de ressources, principalement humaines, pour aller effectivement chercher ce chiffre d'affaires qui revient. Alors, et puis après, on a une problématique de sectorisation. Quand vous êtes avec le particulier, 2008, gros effondrement, parce que c'était mondial, c'était financier, on prêtait plus, etc. Par contre, quand vous étiez avec, j'allais dire dans le bâtiment, allez, on va dire des bailleurs sociaux qui ont des programmes pluriannuels, vous étiez plutôt avec une marge un peu moins importante, mais avec une récurrence de chiffre d'affaires. Là, cette année, on a effectivement eu un arrêt brutal un peu pour tout le monde, parce qu'on a été obligé de rester chez soi. On a mis des protocoles, etc. Et on a une reprise sur le particulier qui part plus en vacances, je vais faire un petit peu de... Et donc qui investit dans sa résidence principale, etc., qui refait les travaux. Mais on a également les entreprises qui reprennent, parce qu'ils se sont arrêtés, ils ont aussi des... Donc on a un double effet là qu'on n'avait pas forcément en 2008, et on a besoin, maintenant, donc l'année dernière, on cherchait du chiffre d'affaires, et là maintenant, on cherche des ressources humaines principalement. Ça, c'est... L'environnement de l'activité. Philippe Houillon, je vous regarde. Ne détournez pas le regard. Non, c'est sur vous que ça va tomber. Non, simplement pour compléter ce propos. L'environnement, vous avez évoqué d'ailleurs l'augmentation du coût des matières premières, les délais de livraison, par exemple, qui s'allongent. Tout ça, ça a un impact aussi. On a redécouvert qu'en France, on n'était plus, pour une grosse partie... dans la partie primaire de l'économie, c'est-à-dire activité d'extraction. On est assez bien placé en Moselle pour le savoir, il n'y a plus grand-chose. En matière de première transformation et en matière de gros matériel, on n'est plus un des grands pays producteurs de ce genre d'outils, à contrario de nos voisins allemands, voire des Italiens qui sont toujours très présents sur le marché de la machine-outil. Mais comme l'économie repart violemment partout, au plan mondial, c'est à celui qui tire le plus vite et le plus fort. Les prix s'envolent. Comme il y a moins de matière, les prix s'envolent. Et là, on est confronté à un mécanisme de hausse des prix par la demande. Donc, c'est compliqué parce qu'en contrepartie, il faut être capable d'expliquer à ses clients que ce n'est pas nous qui cherchons à augmenter les prix de 15 ou 20%. C'est simplement que si on veut pouvoir... ne serait-ce qu'avoir la même marge, on n'a pas le choix. Et faire accepter à un particulier, d'une part, c'est déjà pas simple, mais un client, chef d'entreprise, une hausse des prix de 15 à 20%, je ne vous fais pas de dessin, c'est encore moins simple. Donc cette partie-là de l'économie, elle s'impose à nous, et à l'instant où je vous parle, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas si Franck en a, mais je n'ai pas de solution. Vous avez des solutions? Alors moi, la solution, je vais vous dire... On a, alors écoutez bien, mesdames, messieurs. Franck Picard. Non, mais j'ai pas de solution. Voilà. J'ai simplement, effectivement, un constat simple, c'est comment répercuter cette hausse de matières premières et cette pénurie de main-d'œuvre qui effectivement fait également une hausse des salaires pour que notre marge se maintienne. Ça, c'est un exercice. Je peux vous assurer, quand vous avez signé une commande, alors moi j'ai des clients, alors on va citer par exemple le BTP, quand vous avez signé une commande avec un particulier ou même avec un maître d'œuvre, vous êtes engagé sur un prix, vous avez très peu de clauses de révision de prix. D'abord, les particuliers, ça, ils ne connaissent pas. Et ensuite, globalement, avec des entreprises, vous pouvez éventuellement travailler des clauses de révision de prix. Mais vous signez une commande maintenant, et là j'ai vraiment un exemple clair, vous subissez une augmentation fournisseur de 15%, il est impossible de la répercuter à un particulier sur votre prix de vente. Donc là, vous avez forcément en 2021, et ça, je ne peux pas le présager, mais une révision, quand vous êtes cédant, une révision de vos tarifs à faire absolument maintenant. Alors moi, j'étais avec dans le bâtiment, mais chaudière, qui disait on ne prend plus
de commande, quand on propose un prix, il faut s'engager dans la semaine. Ouais, voilà, ça C'est accélère, en fait, le c'est assez compliqué. Donc il faut bien anticiper effectivement cette logique sur son chiffre d'affaires et sur sa marge de l'année 2021. Donc 2020, les marges se sont maintenues. 2021, on a du chiffre d'affaires, mais les marges vont sûrement s'étioler. Et je parle dans le bâtiment, mais dans tous les secteurs d'activité sont concernés, l'industrie, l'augmentation des matières premières. Donc ça, c'est compliqué à gérer. Et donc, notamment par rapport à vos clients, il faut absolument aller chercher des clauses de révision de prix, les mettre dans vos contrats, etc. Donc Franck Picard, pour résumer, l'enjeu de l'évaluation, c'est quoi? L'enjeu Il y a plein de trucs là. L'enjeu de l'évaluation, c'est d'abord un diagnostic et ensuite, comme je l'ai dit, on a des agrégats, des multiples d'agrégats et des multiples de marges. Donc c'est essayer de maintenir vos marges, essayer de maintenir non pas votre chiffre d'affaires, mais bien les marges que génère votre entreprise. Donc voilà, c'est... Xavier Marotel, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Là, Mais je pense si. que tout a été résumé de façon un peu Parce plus que vous claire. avez aussi des dirigeants en face de vous. Comment ça se discute tout ça concrètement? J'imagine qu'il y a des personnes là qui écoutent de manière très précise parce qu'elles vont venir vous voir demain matin. J'entends bien. Mais là, sincèrement, là, j'ai pas de recette de moi miracle à donner. Bien sûr. Donc, Vous partagez. je partage. Voilà. Sylvie Morer, comment est-ce qu'on met en avant les atouts comme l'emplacement pour le commerce, ça a été rapidement évoqué tout à l'heure, ou encore les compétences des salariés? Comment ça se valorise tout ça pour donner encore une fois de la valeur à l'entreprise, à l'entité entreprise qu'on va transmettre? Comment ça marche tout ça? Effectivement, donc on ne prend pas des chiffres bruts. Lorsqu'on évalue une entreprise, effectivement, on va se baser sur le bilan des 2-3 premières précédentes années. Mais il n'y a pas que les éléments financiers. Effectivement, on va intégrer tous ces points positifs et ces points peut-être négatifs de l'entreprise et on va en ressortir donc une fourchette basse, une fourchette haute, et puis on est là aussi pour conseiller nos chefs d'entreprise et de suggérer peut-être une fourchette basse quand effectivement il y a encore des choses à améliorer, une fourchette haute quand les points positifs sont plus importants, et puis on va essayer de rédiger une belle annonce pour rendre l'entreprise attractive. Et puis nous sommes là aussi pour discuter avec le repreneur et lui donner les bonnes informations. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la dimension RH, recrutement est compliquée, on le sait tous, dans beaucoup de secteurs. Donc ce point particulier, il est, je dirais presque qu'il est fondamental, non, sur vraiment la valeur des compétences de l'entreprise. C'est pas facile à valoriser. Non, l'artisanat, j'accompagne surtout des petites structures, donc généralement 1 ou 2 salariés, voire pas de salariés. Donc la transmission se fait aussi souvent en interne par la reprise du salarié. Donc lui, il connaît l'entreprise, c'est souvent plus facile pour lui. Il connaît l'entreprise, il connaît les clients. Quand c'est un tiers, il va falloir qu'il s'approprie l'entreprise, y compris les salariés. Bien sûr. Franck Picard, l'innovation, l'agilité, l'adaptation vécue pendant cette période, ce sont aussi des valeurs positives, non ? Oui, c'est très positif. Là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité, la flexibilité du chef d'entreprise à rebondir, à adapter son business model. Et là, qu'on soit en TPE, alors moi, j'aime bien l'annonce TPE parce qu'on se dit, mince, TPE, comment on fait, etc. Il faut regarder. Alors moi, le côté ressources humaines, c'est essentiel. C'est comment fonctionne votre entreprise sans vous. Alors, je parle d'innovation, mais ça, c'est aussi une innovation pour le chef d'entreprise. C'est comment fonctionne l'entreprise sans vous. Déjà, posez-vous la question. Si elle ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à la vendre. Et donc ça aussi, c'est une démarche d'innovation un petit peu particulière, au-delà des business models. C'est comment vous allez faire tourner, comment vous allez mettre en place une structure qui permet d'être autonome. Donc ça, et moi, je retombe sur les ressources humaines. C'est important, c'est essentiel. Et regardez bien la pyramide des âges de votre entreprise. Si vous êtes 2, il vous faut quelqu'un d'expérience et quelqu'un qui aura de l'expérience. Et quand on reprend des garages, par exemple, ou des TPE, on regarde forcément cette situation. On regarde à qualifier nos jeunes, à accompagner nos jeunes, mais naturellement, avec un jeune qui n'a pas d'expérience, il nous faut quelqu'un de solide,
allez, j'allais dire, on ne va pas faire simple, mais si vous pouvez avoir dans votre entreprise, qu'elle soit TPE ou PME, des quinquas, des quadras, des trentenaires et des jeunes de 20 ans qui viennent et qui en veulent, vous aurez une structure qui vous permettra de valoriser votre capital humain. Et là, c'est peut-être une innovation. C'est-à-dire que quand vous souhaitez un peu changer, enfin, ou transmettre, essayez de mettre en place des équipes qui assurent la transmission. J'allais dire générationnelle, mais c'est... Voilà. Merci pour ces précisions, c'est un sujet très important. Et puis, plus globalement, il y a plein de bonnes nouvelles finalement, n'est-ce pas, Philippe Houillon? Je vais en citer une, le taux de croissance à plus de 6%. Vous pouvez me contredire, mais c'est visiblement ce qui ressort un peu des chiffres globaux au niveau national. Ce n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Alors, je crois savoir que vous aussi notez une augmentation du nombre de coups de fil qui rentrent chez vous. C'est vrai. La croissance amène de la confiance. Voilà. Et la confiance est un élément absolument nécessaire pour se mettre en marché. Et on ne se met pas en marché quand on a la trouille du lendemain. Donc on se dit, à partir du moment où l'horizon commence à se redécouvrir, il est temps de remettre le nez à la fenêtre. Alors quels sont les profils justement de ceux qui remettent le nez à la fenêtre? Eh bien, ils sont très divers en termes de métiers. Mais des gens qui, avant le premier confinement, se posaient la question justement de la transmission de leur entreprise, parce qu'ils estimaient, ils avaient en général plus de 60 ans, voire un peu plus, et se disaient, est-ce que cette crise-là, c'est pas la crise de trop pour moi? J'en ai vécu quelques-unes dans ma vie professionnelle, et est-ce que cette crise-là, elle va pas m'être fatale? Donc dans un premier temps, on se dit, de toute façon, on est fermé pendant 2 mois. C'est pas forcément le moment d'appeler quelqu'un d'autre qui est fermé lui aussi. Bien et sûr. Qui va dire, écoute, occupe-toi de ton chez-toi. Moi, je vais déjà m'occuper de mon chez-moi et on verra si on se reparle dans 2 mois, si on est toujours vivant. Donc, passé ce moment-là, quand on a vu que les choses repartaient, que malgré la crise sanitaire non réglée, il faut quand même se dire que depuis l'été dernier, on s'est remis au travail. Alors qu'on n'avait pas réglé, on n'avait pas eu le premier vaccin. Enfin, on commençait à avoir des masques, si je fais bref, qu'on ne savait pas fabriquer avant. Et donc, on se dit, l'économie, elle se remet en marche. Donc, je ne vais pas dire c'est comme avant, mais avec certaines précautions, on peut recommencer à réfléchir. Et donc, assez naturellement, les gens reviennent et disent, j'avais un peu repoussé votre approche à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on y réfléchisse. Et donc, voilà les profils. Et également des gens que j'ai accompagnés dans leur démarche d'acquisition avant Covid. Il se trouve que j'ai signé... j'ai signé, c'est pas moi qui ai signé, puisque en général, c'est l'acquéreur qui signe et qui fait le chèque. J'ai accompagné une grosse acquisition en Lorraine qui fait un peu plus de 5 millions d'euros de valeur d'entreprise, qu'on a signé au mois de décembre 2019. Et là, je me dis, quand j'ai vu la crise sanitaire arriver, je me suis dit, il va me maudire le dirigeant de lui avoir apporté cette cible, et aujourd'hui, il est embarqué dans un truc. Et en fait, quand je l'ai appelé, il m'a dit, non, on a eu raison de le faire, si je ne l'avais pas fait, je ne le ferais jamais. Donc je me dis, tiens, quelqu'un qui raisonne positivement. Et il m'a dit, rappelez-moi dans quelques mois, quand on y verra plus clair. Et là, je redémarre une nouvelle recherche de cible pour lui. Donc je me dis, progressivement, les choses reprennent leur état, entre guillemets, normal. Je ne sais pas s'il y aura une normalité, d'ailleurs, et combien de temps elle durera. On fera un débat sur la définition de la normalité, ce sera un autre jour. Finalement, Xavier Marotel, comme à chaque période de crise, d'ailleurs, on enregistre des changements de comportement, d'envie, des choix de vie. On l'a beaucoup vu, je crois que vous avez beaucoup de témoignages là-dessus. Ça génère aussi la hausse du nombre de créations d'entreprises. Est-ce que c'est le cas aussi pour des envies de reprendre une entreprise? Effectivement. Alors, il ne faut pas comprendre création et reprise. Non, on est bien sur deux éléments différents. C'est la création, elle est dopée, elle est survitaminée, ou surtout aujourd'hui avec la simplification, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de micro-entreprises qui alimentent le marché et qui faussent peut-être un petit peu les données. Dans une reprise, ça nécessite plus d'investissement. Parce qu'on rachète déjà une valeur, on rachète des machines-outils, on rachète du matériel, on rachète des équipes. Mais effectivement, on voit que les chiffres sont là et qu'il y a toujours vraiment une dynamique. Voilà.
Donc on constate ça de façon quotidienne avec les équipes au niveau de la Chambre de commerce, un nombre d'immatriculations assez importante. Voilà. Qui est d'ailleurs surprenante parce que même dans des secteurs d'activité qu'on disait saturés, eh ben, on s'aperçoit que chaque semaine, il y en a encore des nouveaux qui se créent. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. L'enthousiasme est là, les gens ont envie de s'investir et de prendre des postures de chef d'entreprise. Alors, Franck Picard, il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, un mot rapide sur la dimension fiscale. C'est la période. Est-ce qu'il y a toujours des mesures d'abattement pour les cédants d'ici à la fin de cette année? Effectivement, on a toujours l'abattement de 500 000 euros sur les plus-values réalisées par les chefs d'entreprise pour départ en retraite. Ça, c'est essentiel. Après, vous avez des abattements dits traditionnels ou renforcés. Et effectivement, on a pas mal de mécanismes. Alors malheureusement, il va s'arrêter au 30 juin 2021 de donations pour la création de reprises d'entreprises, enfin création pour reprendre des entreprises. On a, et après, on a mis en place pour la cession. Alors, je ne vais pas vous raconter, mais je vais le faire un peu simple. Quand vous êtes dans une logique de donation-transmission familiale, vous avez le pacte Dutreil, d'accord, avec des engagements de conservation de titres. Donc, j'allais dire, ça, c'est des avantages fiscaux forts. Quand vous êtes effectivement sur la cession en externe, vous aurez cet abattement où vous avez des mécanismes de création d'apport-cession ou de holding qui vous permettent, à un moment donné, d'optimiser votre cession d'entreprise. Alors après, fiscalement, quelques frottements, mais quelque part, on a des outils pour permettre... voilà. Et j'allais dire, la fiscalité, elle s'anticipe. Donc, c'est vrai que si vous souhaitez vendre demain, vous n'aurez peut-être pas forcément la meilleure fiscalité sur votre cession. Par contre, si vous l'anticipez, j'allais dire, si vous préparez votre transmission, à ce moment-là, on peut aller chercher des économies fiscales. Et d'ailleurs, l'objectif quand même, je dis, du gouvernement et de la DGFiP, c'est quand même de favoriser la transmission et la reprise d'entreprise. C'est un enjeu majeur pour l'économie. Oui. Alors, je vois l'heure qui file inexorablement. Remarquez, on le savait en arrivant. Alors, plus sérieusement, je voudrais qu'on aborde maintenant une autre partie importante, celle qui concerne la manière de se faire accompagner dans une démarche de cession ou de reprise d'entreprise. On l'a vu, beaucoup de questions à se poser. Il faut trouver des réponses ajustées à sa propre situation et surtout, je crois, ne jamais rester seul finalement dans sa réflexion. Xavier Marotel, comment se faire accompagner? Quels sont les dispositifs d'accompagnement que vous mettez en place en faveur des dirigeants? Le dispositif, il est tripartite, puisque c'est la Chambre des métiers, la région et la Chambre de commerce. Il y a ce qu'on appelle un pacte transmission, qui est dans différentes étapes, où, dans un premier temps, il y aura effectivement un diagnostic qui sera fait, donc un premier rendez-vous, prise de contact, on fait connaissance. Donc là, on fait un diagnostic. La deuxième, donc, on peut faire une valorisation. Donc là, on a besoin d'éléments, bien entendu, financiers. Donc on va demander les 3 derniers bilans. Et on va faire une approche, comme l'a souligné Franck tout à l'heure, sous diverses formes, qui nous permet d'avoir un moyen de discussion autour de la table, quoi. Donc voilà aujourd'hui ce qu'il existe. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la qualification repreneur. Donc ça, ce qui est un autre service de la Chambre, puisque on va croiser et on va matcher chaque service, c'est-à-dire, moi, j'ai un cédant. Est-ce qu'il y a des repreneurs en face qui sont dignes de ce nom, qualifiés? Parce que on ne se lance pas dans l'aventure de reprendre une entreprise comme ça se prépare, comme la cession. Voilà. Donc chacun il va de son compte, et le véritable enjeu, de toute façon, c'est que ça matche, et c'est surtout, comme on l'a souligné, de pérenniser l'entreprise, quoi. Donc, est-ce qu'il existe des aides financières en fonction des typologies de projets que vous accompagnez? Tout l'accompagnement, là, de toute façon, il ne coûte rien à l'entreprise. Hein. Il a une valeur, mais c'est pris en charge par la région. Après, ce qu'il peut y avoir comme aide, au sens pur du terme, ça va être la région, mais au cas par cas, selon le secteur d'activité. Nous, on pourra accompagner dans un chaînage de prêts d'honneur, qui va faire un effet de levier au niveau des banques. On peut accompagner au niveau des organismes, alors aussi financiers, comme les grands faiseurs, comme la BPI, la Caisse des dépôts, et ainsi de suite, selon le type d'opération, on est bien d'accord, quoi. Donc, orienté vers la région et les scopes. Donc là, il y a des aides en scope, ça peut aller jusqu'à 4 000 euros par salarié. Donc la région abonde, 4 000 euros. Donc, ce qui est pas mal pour un petit capital de départ. Si en plus on a un prêt d'honneur derrière à 10 000 ou 15 000 ou jusqu'à même 20 000 euros s'ils sont jeunes, parce qu'on peut les doubler.
Et après, donc, il y a l'effet de levier classique des banques, avec des prêts aidés, aussi à la création. Voilà. Sylvie Maurer, j'imagine que l'accompagnement est similaire, hein, Tout ça à a été fait. dit, vous travaillez ensemble, mais bon, je suis artisan, j'ai entamé ma réflexion, j'appelle Madame Maurer, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le disais, c'est un accompagnement au long terme et on va essayer de répondre à déjà amorcer le démarrage de la transmission et puis après être présent au quotidien pour répondre à toutes les questions qui peuvent se présenter au fur et à mesure que le chef d'entreprise avance dans la réflexion et ses potentiels repreneurs. Nous allons également pouvoir l'orienter vers des partenaires avec qui nous sommes en collaboration pour des bilans retraite, des bilans sociaux, des bilans fiscaux, pour qu'ils puissent préparer au mieux sa retraite. Le départ, oui, aussi, oui. Concernant le repreneur, pareil, on va essayer de l'orienter vers des recherches de financement. La possibilité d'avoir une garantie bancaire va faciliter l'octroi du prêt ou d'avoir un prêt d'honneur. Ça facilite aussi l'octroi du prêt par rapport au banquier. Et puis, en fonction des territoires, essayer de voir s'il peut exister des subventions lorsqu'il y a des investissements supplémentaires à effectuer au C'est-à-dire moment de la que les reprise. EPCI, les communautés de communes, les agglomérations peuvent abonder, Tout à fait. soutenir en fonction. Lorsqu'il y a de l'investissement, donc ça peut aussi bien être en fonction des territoires. Alors là, effectivement, c'est très variable en fonction des territoires, mais il peut y avoir des aides pour éventuellement la rénovation de la boutique ou pour investir dans du matériel. Donc en complément de la reprise. Sans citer de nom, vous avez en tête un exemple concret d'une entreprise que vous avez accompagnée récemment pour nous raconter un peu comment ça s'est passé? Écoutez, quels ont été les points un peu durs aussi dans la discussion, peut-être? J'ai accompagné plusieurs entreprises. D'ailleurs, là, très récemment, j'ai un coiffeur qui s'est installé il y a à peu près un peu plus d'un mois. J'ai également une entreprise de menuiserie qui a été reprise par 2 salariés. Là, un peu avant le confinement, donc fin 2019, j'ai accompagné une fleuriste. Donc j'ai accompagné aussi bien la cédante que la repreneur. Et effectivement, c'est du quotidien. Comment elle s'était trouvée? Elles habitaient la même commune. Parce qu'on a les questions qui viennent du chat, merci. Comment je peux trouver, est-ce qu'il y a des offres de cession? Comment je peux trouver un repreneur, par exemple? Voilà, alors effectivement, donc, aussi bien la Chambre de commerce que la Chambre des métiers, nous avons un site où les repreneurs peuvent consulter les offres donc d'entreprises à reprendre. Là, en l'occurrence, elles habitaient la même commune, donc la relation s'était faite par ce biais-là. Sur la place du marché. Voilà, effectivement. Et donc, voilà, c'est être à leur côté au quotidien, au fur et à mesure qu'effectivement, une petite difficulté se présente. Et j'ai tendance à dire, je n'ai pas forcément toujours la réponse à tout, mais j'essaye d'être un facilitateur. Mais vous savez prendre votre téléphone et appeler des partenaires comme voilà, M. Picard, M. voilà, Houillon ou d'autres. Les mettre en relation, et effectivement, c'est notre quotidien. C'est appeler le banquier, c'est appeler le comptable, c'est appeler peut-être le notaire et accompagner toute cette démarche administrative qui peut être lourde, notamment pour le repreneur qui se trouve souvent désarmé face à ces difficultés. Et donc régulièrement, nous faisons des points concernant l'avancement du dossier. Puis, M. Picard, il y a tous les conseils que vous pouvez apporter dans le cadre des mandats qui vous sont confiés, c'est ça? Exactement, exactement. Et pour trouver les repreneurs, si c'est une question du chat, alors vous avez votre cité ou la commune, ça c'est naturellement. Il faut aussi pouvoir en parler. Donc ça, c'est déjà une démarche qui est relativement compliquée pour le chef d'entreprise. C'est pouvoir en parler. Et pouvoir en parler à qui? À vos partenaires, vos sous-traitants, et j'allais dire peut-être même vos clients. Il faut que vous ayez une démarche de communication sur la cession de votre entreprise et éventuellement donc mandater des spécialistes, j'allais dire en fusion-acquisition, mais vous avez des sites sur la CCI, vous avez la BPI, qui vont vous mettre en relation et qui vont mettre, j'allais dire, une bourse d'échange quelque part. Voilà. Donc il y a une double démarche. Une première démarche, c'est dans votre spectre de l'entreprise. Deuxième démarche, c'est en externe, effectivement. Et là, vous avez des spécialistes, CCI, CMA et PH Conseil. Par exemple. Par exemple. Mais pas seulement. Non, pas seulement, bien sûr. Mais comme vous êtes là... Nous sommes, même si nous sommes
proche des anglo-saxons géographiquement. Nous sommes en France plutôt latins dans notre approche. Les anglo-saxons parlent très facilement de ces choses-là. Un chef d'entreprise aux États-Unis, il fait un barbecue avec 4 voisins et il dit tiens, j'en ai marre, je vais vendre mon entreprise, est-ce que tu n'as pas une idée, est-ce que tu es acheteur, enfin voilà. En France, c'est plus compliqué. Dès qu'on parle d'argent. Dès qu'on parle d'argent, mais pas que, parce que quand on vend sa maison, on va voir une agence immobilière, on prend plein de photos, on fait un diagnostic et on met la photo en ligne sous tous les angles et des acheteurs se présentent. L'entreprise, c'est difficile de la mettre en ligne. C'est difficile de dire et de mettre un panneau sur l'entreprise, entreprise à vendre. Oui. Vous imaginez le... Oui, on se dit que là, les salariés, déjà, ils ça s'en va vont. mal. Oui, c'est ça. Ceux qui le peuvent se disent « Ouh là là, ça sent pas bon ». Alors, ça peut susciter des... La première difficulté pour le chef d'entreprise, c'est déjà d'en parler en interne. Et même si la loi Hamon a imposé des choses en la matière, on sait que ça a d'abord constitué un frein avant de constituer un accélérateur. Donc, effectivement, il existe pas mal outre les plateformes qui ont été citées, il y a un site qui s'appelle fusac.com, alors FUSACQ, comme fusion-acquisition, sur lequel on trouve des annonces pour les vendeurs et pour les acheteurs. On peut faire sa recherche par nature de métier, par taille d'entreprise, par géographie. Il y a à jour régulièrement parce qu'il y a quotidiennement, en permanence, comme tout se fait donc c'est numériquement fiable. Tout à fait, vous pouvez consulter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On respecte une confidentialité au début, et puis après, quand le lien est établi, on va un peu plus loin. Il y a également l'association CRA, c'est d'un repreneur d'affaires, qui est une association loi 1901 constituée par... on va dire généralement des anciens chefs d'entreprise, et qui a une antenne, grosso modo, dans chaque département. Donc il y en a une en Moselle, et le CRA a également mis sur pied une formation destinée aux repreneurs que je trouve très bien faite. En général, les repreneurs qui viennent me voir et qui ont suivi cette formation, ça se détecte tout de suite. Ouais. On voit leur façon de rédiger la fiche de cadrage et à avoir préparé leur process. Je trouve ça très bien. La vraie difficulté, c'est de trouver la bonne adéquation entre le support et la nature de l'entreprise vendue, sa taille, parce qu'on ne vend pas, et ces messieurs dames le disaient tout à l'heure, on ne vend pas une TPE artisanale comme on vend une PME de 50 ou 100 personnes. Donc il faut faire attention à ça. Et puis effectivement, il y a quelques confrères indépendants. Mais les banquiers aussi ont souvent beaucoup d'informations sur qui pourrait acheter, qui pourrait vendre. Alors j'ai une question indiscrète, mais comme on n'aime pas parler d'argent, je vais poser une question. Ça coûte cher de faire appel à vos services? Alors, bien sûr, tout est relatif. Non, mais pour donner un ordre de grandeur, comment vous vous rémunérez? Parce que prendre son téléphone et se dire, ça va me coûter X 1000 de consulting, on va le prendre comme ça, d'accord, je caricature un peu. Est-ce que là aussi il y a un barrage? On peut en parler? Alors, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Le principe que j'ai mis en œuvre en ce qui me concerne, c'est de considérer que les 2 premiers rendez-vous sont totalement gratuits. C'est-à-dire que pour moi, ils sont aussi importants pour celui qui veut vendre ou acheter que pour moi-même, pour appréhender le fait que je sois capable ou non d'avoir des solutions. Parce que je peux prendre une mission, facturer des honoraires et dire je range le dossier dans mon armoire, j'ai pris les honoraires et je m'en vais. Et je parle en connaissance de cause parce qu'il y a quelques organismes parisiens qui ont pignon sur rue avec une belle boîte postale avenue Kléber ou ailleurs, qui prennent 10 000 euros d'honoraires à l'entrée et on ne les revoit jamais. Et beaucoup de chefs d'entreprise se sont fait piéger, et non des moindres. C'est pour ça que je me suis permis la question. Non, mais vous avez raison. Parce que c'est Donc, les 2 premiers rendez-vous, ils sont totalement gratuits, et en général, je passe au minimum 2 heures à chaque rendez-vous. Parce que je veux m'imprégner de la logique du chef d'entreprise ou du repreneur. Ensuite, la lettre de mission, elle comprend les phases qu'on va décrire dans le processus, et on a une partie d'honoraires à l'entrée qui sont, alors on va dire de 2 000 euros hors taxe pour les moins chers à un peu plus de 10 000 euros hors taxe quand on est sur un dossier un peu plus trapu. Et ensuite, tout le reste des honoraires est payé en pourcentage du prix de cession au moment où les actes sont réalisés. C'est-à-dire au moment où la cession
et finalisé. Merci pour Voilà. cette clarté. C'était important aussi pour rassurer Je suis d'accord. notre C'est important notre que nous, on public. parle de nos métiers. Alors au fond, malgré toutes ces difficultés ou contraintes, vous nous en avez évoqué quelques-unes, je voudrais qu'on sorte vraiment de notre entretien qui est très agréable avec la pêche, parce que tout le monde en a besoin, et l'entreprise en particulier, on le sait, elle sait s'adapter, vous l'avez dit, c'est la grande force de tous les organismes vivants d'une certaine manière. Alors avec vos expériences, avec vos reculs respectifs, comment est-ce que vous analysez ce point de vue? Sortons positivement de ce débat. Allez, je vous lance la balle. Ils ne veulent pas répondre. Je me pose la question à moi-même. Moi, je trouve que tout le monde a envie de repartir de plus belle. Et à travers vos témoignages, je sens que finalement, les choses vont reprendre de plus belle. Est-ce que j'ai raison, Xavier Marotel? Il y a toujours des très belles opportunités, de toute façon, à saisir. On l'a souligné, il y a de plus en plus même de créateurs. Bon, il y a des belles performances aujourd'hui. Les sociétés, et aujourd'hui, de plus en plus de cédants nous appellent, parce que, comme on l'a souligné, une courbe des âges importante. Voilà. Alors certes, ça représente 30-40%, on va dire, du marché, de la cession, transmission d'entreprise. Mais néanmoins, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, et on a un département ici qui est quand même riche, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'ingénierie, dans la recherche, on trouve des pépites, sincèrement. Des pépites rentables. Je confirme. Pour avoir été accompagné, on a des très très belles entreprises. Alors, par contre, surtout, en amont, ce qu'il faut, c'est préparer son projet. Voilà. Madame Morer. Je pense que Allez. cette période de crise sanitaire a montré que l'artisanat restait une valeur sûre, car implantée sur son territoire. Monsieur Picard. Moi, je reste très positif sur la capacité des chefs d'entreprise et des repreneurs à travailler ensemble en prenant en compte effectivement les différents éléments de la crise pour permettre, j'allais dire, de prolonger la vie de nos entreprises locales et prolonger la rentabilité de nos entreprises locales. Donc moi, je reste persuadé que de toute façon, cédants, préparez votre cession et repreneurs, préparez votre reprise. Ne la différez pas. On ne diffère pas. C'est bien parce que vous répondez à toutes les questions du chat qui me sont arrivées au fur et à mesure. C'est parfait. Je vais quand même vous en proposer une. Dois-je comprendre de nos échanges aujourd'hui que je ne peux plus valoriser mon entreprise sur la base de son actif, mais uniquement sur la base de sa rentabilité? En fait, quand on valorise une entreprise, on a une approche multicritère. Donc on va challenger, d'une part, la valorisation de votre actif et qu'on va comparer à votre rentabilité de ce même actif. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors, vous devez avoir une approche multicritère, mais il y a une approche sectorielle. C'est-à-dire que dans certains secteurs, vous n'aurez pas l'approche de rentabilité, mais bien une approche patrimoniale. Et donc là, effectivement, je vous invite à prendre la valorisation avec, j'allais dire, des pincettes, parce que, mais en définitive, le prix que vous allez, ou la fourchette dont parlait Sylvie tout à l'heure, elle va être basée, d'une part, sur vos actifs, j'allais dire, que vous possédez, vos machines, votre fonds de commerce, etc. Mais elle va être surtout pour le repreneur la capacité à rembourser la dette qu'il va contracter. Donc vous avez forcément un mélange des deux quand vous approchez la valeur. Donc alors je fais encore une réponse de Normand, oui et non, voilà. Merci pour cette clarté. Philippe Houillon, vous pouvez compléter. Non, je vous taquine évidemment. On a coutume de dire qu'une entreprise, elle vaut au moins ses fonds propres. Les fonds propres, c'est quoi? C'est le capital qu'on y a mis au départ et ce sont tous les bénéfices qui n'ont pas été distribués au cours de la vie de la société. Après, la difficulté, c'est de se dire, est-ce que ce capital, il a été investi dans des actifs qui ont encore la même valeur? Puisqu'en comptabilité, on enregistre les actifs à la valeur d'entrée, c'est-à-dire au moment où on les a achetés. On sait bien, par exemple, que quand on achète un matériel, on l'achète à un prix 10 ans auparavant, il peut avoir une valeur d'usage, par contre, il est totalement amorti. Donc, en valeur de bilan, il n'a plus aucune valeur. Donc, la difficulté, après, c'est de mettre en comparaison les actifs et le passif qui est constitué notamment de ce capital. Et c'est un des éléments qu'on prend en compte dans l'évaluation.
La question, c'est, comme le disait Franck, quelle valeur on donne à telle partie et telle autre. Et les cours que j'ai suivis, pas aussi longs que ceux de Franck, mais relativement importants, le prof disait le choix de la méthode d'évaluation et de la responsabilité de l'évaluateur. Voilà, et ça résume... Ça résume le professionnalisme dont vous faites preuve, en tout cas, et on vous en remercie. On essaie. J'ai soyez pas si modeste. Une dernière question de notre chat, à moins qu'il y en ait d'autres, mais a priori non. J'hésite entre créer une entreprise et acheter une affaire existante. Quels sont les principaux critères de choix? On refait un débat? Non, rapidement. Ça dépend. Quand vous reprenez une entreprise, vous avez des clients qui existent, vous avez un actif, des machines, un capital. Enfin voilà, vous avez une structure qui est en marche et qui démarre dès le lendemain de la reprise. La création, effectivement, il va falloir investir dans du matériel en fonction des secteurs d'activité. Pas forcément moins cher que de racheter une entreprise. Et surtout, il va falloir prospecter et trouver les premiers clients. Tout dépend des moyens dont on dispose. Une fois de plus. Voilà, j'avais aussi en tête... voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'au-delà des moyens, c'est l'idée qu'on se fait de la création, c'est-à-dire est-ce qu'on a une idée de création qui nous permet de nous démarquer du marché ambiant. C'est-à-dire si c'est pour créer la énième entreprise dans le même domaine et se trouver en confrontation avec un marché mature, on risque de mettre longtemps, comme vous le disiez, entre le moment où on met l'enseigne et le moment où on va avoir les premiers clients. Parfois, on aura ceux que les autres n'ont pas voulu et on les aura à des prix qui seront inférieurs à ceux du marché. La reprise a l'avantage d'acheter, c'est peut-être un peu plus cher, mais au moins il y a un existant, il y a un historique. Donc, et on peut s'appuyer dessus pour éventuellement le développer, y amener des briques. Voilà. Moi, je dirais, je vois sourire. Ouais, moi je souris parce que c'est une vraie question. Mais dans toutes les professions, est-ce que j'ai pas intérêt, alors je vais prendre les professions libérales, mais on peut prendre le BTP, de mettre mon entreprise à côté de celle qui existe. En fait, c'est une problématique de temps. C'est est-ce que vous êtes prêt à prendre 3 ans pour prendre votre envol ou est-ce que vous voulez prendre votre envol tout de suite? Absolument. Si vous avez 3 ans devant vous, n'hésitez pas à créer votre entreprise. Si vous n'avez pas 3 ans devant vous, et malheureusement, je sais que le monde s'accélère, donc les 3 ans, pour moi, c'est long, alors à ce moment-là, essayez d'aller racheter une entreprise pour vous permettre d'avoir un fonds de commerce, entre guillemets, ou un fonds de portefeuille client, et vous permettre d'amener du sang neuf dans cette dernière pour la faire progresser. Mais si vous partez dans l'optique qu'il est plus simple de se mettre à côté, attention, vous êtes dans un monde qui accélère, un monde où on a besoin, enfin le temps est précieux, et donc si vous n'avez pas le temps, à ce moment-là, rachetez plutôt une entreprise. Voilà, moi j'ai pas de... Merci pour toutes ces contributions, tous ces témoignages. On le voit, notre sujet du jour est tout simplement stratégique, plus encore peut-être dans cette période que nous traversons. En revanche, on vient cette fois de vraiment franchir le dernier virage, la dernière ligne droite. Alors, mes chers invités, comment est-ce que vous souhaitez clore notre discussion de ce matin? Beaucoup de choses ont été dites. L'idée n'est évidemment pas de faire un résumé, d'autant que cette émission pourrait être vue et revue en ligne sur les plateformes habituelles. Mais on pourrait imaginer que chacune et chacun d'entre vous puissiez formuler un conseil, un encouragement peut-être qui permette à celles et ceux qui nous suivent d'avancer utilement dans leur démarche, dans leur réflexion, que ce soit pour transmettre ou bien sûr pour reprendre une entreprise dans les temps à venir. Xavier Marotel, allez, je vous donne 60 secondes chrono. Chrono alors. Chrono. On voit de toute façon que chaque entreprise est unique. Donc chaque situation, bien entendu, le sera tout autant. Dans certains cas, on a vu que cette crise, elle a impacté d'une façon structurelle les entreprises. D'autres, c'est l'humain qui était lourdement touché. Dans d'autres cas, c'était le secteur d'activité. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir pour un cédant? Est-ce que je veux une cession rapide? Une cession qui pérennise l'emploi et le marché? Ou une cession au juste prix? Merci. Voilà pour clore. Vous avez tenu en 48 secondes, c'est parfait. Merci. Sylvie Maurer, quel serait votre message, bien sûr, à part d'appeler la Chambre de métier de l'artisanat de la Moselle? Oui, non, mais ne restez pas seul et faites-vous accompagner, mais par tous vos partenaires. Donc, Chambre des métiers, mais également votre comptable, votre banquier, tous vos partenaires.
Franck Picard, vous avez donné beaucoup de conseils, on vous en remercie. Celui qui pourrait faire tilt en cette fin de conversation? Alors, si vous êtes cédant, moi j'aime bien, on vous dit il y a 360 jours après l'élection, si vous êtes cédant, prévoyez 1000 jours avant votre cession. Ça, c'est un premier, donc ça fait à peu près 3 ans. Premier conseil, donc vous anticipez votre cession. Si vous êtes repreneur, passez dans les filets de la Chambre des métiers, de la CCI. On ne naît pas entrepreneur, enfin, on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Donc, ayez cette fibre. Et l'entreprise, il y a énormément de beaux projets à faire, même en période Covid. Mais par contre, il faut être accompagné, il faut avoir les reins solides, mais pas que financiers, je parle vraiment. Et ne vous découragez pas par la crise. Ça, c'est, voilà, moi, si j'ai 2 conseils à donner, c'est celui-là. Le cédant, vous vous y préparez 1000 jours avant. Et le repreneur, allez-y. Allez-y. Après, pas à n'importe quel prix, Xavier l'a dit, mais allez-y. La crise n'est pas un frein. C'est en période de crise qu'on va pouvoir effectivement relancer la machine. Et généralement, j'allais dire, on est plutôt en V. Alors après, on verra bien si on est en W en 2021. Je ne veux pas non plus être trop optimiste, parce qu'on va dire le comptable trop optimiste. Mais si on est déjà en V, c'est bien. Et de toute façon, on le rencontre dans nos résultats. Voilà, moi j'ai... Merci beaucoup. Philippe Houillon, c'est à vous que revient le mot de la fin. Oh, c'est terrible. Quel est votre encouragement? Eh oui, c'est terrible. En ma qualité d'ancien financier, d'ancien banquier, je vais faire une référence au marché boursier. On a coutume de dire qu'en bourse, on n'achète jamais au plus bas et on vend jamais au plus haut. Parce que c'est comme ça, si on attend trop longtemps, on dépasse le point d'inflexion et le cours descend. Et là, on se dit, j'aurais dû vendre avant et j'aurais dû acheter avant ou j'aurais dû attendre pour acheter. Donc, si vous êtes prêt dans votre tête, que ce soit à vous mettre en marché pour la vente ou à vous mettre en marché pour l'acquisition, c'est-à-dire si dans votre tête, comme l'ont dit ces messieurs, dames, allez-y, parlez-en autour de vous, allez en parler avec des gens qui ont sauté le pas. Je trouve ça intelligent. À une époque, dans les chambres de commerce et les chambres de métier, il y avait des groupes de repreneurs qui se mettaient ensemble et ils partageaient leurs propres angoisses, parce que le travail de repreneur, c'est aussi fait d'angoisse. Mais le travail de vendeur, c'est aussi fait d'angoisse, parce qu'on se dit dans quoi je vais me jeter. Un vendeur, il cherche toujours son clone. Sauf qu'on sait qu'en France, le clonage est interdit. Donc, on ne trouvera pas le clone. C'est quelqu'un qui va s'appuyer sur ce qu'a fait le prédécesseur pour lui donner une autre ampleur. Il va apporter des pierres supplémentaires. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Allez, on file tout droit vers l'issue de notre rendez-vous, dont on peut dire sans risque qu'il était riche et dynamique, je crois. Merci beaucoup pour toutes vos contributions, madame, messieurs, mes chers panélistes. C'était vraiment passionnant. J'ai eu grand plaisir à vous interroger. Vous étiez au top. C'est super. Je précise à notre public que vous demeurez toutes et tous à la disposition de chacune et chacun pour répondre évidemment à des questions en bilatéral. Les organisateurs de ce plateau TV transmettront bien évidemment les éventuels messages qui auraient encore pu arriver ou ceux qui vont sans doute arriver sur le chat, dans les messageries X ou Y. On n'a pas pu répondre peut-être à toutes vos questions en direct, c'est pas grave, la vie continue. Permettez-moi simplement de renouveler nos remerciements aux équipes techniques qui ont parfaitement assuré. Bravo à l'équipe d'organisation qui nous a permis d'être réunis aujourd'hui pour apprendre des choses utiles. Un merci particulier à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle pour son aimable hospitalité, puisqu'on est chez elle aujourd'hui, ce dans de très belles conditions de travail et dans le respect des règles sanitaires. Merci enfin à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, chères entreprises, pour votre attention, votre présence ce matin. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux débats toujours aussi riches. Pour l'heure, permettez-moi de vous souhaiter avec beaucoup de sincérité une belle activité pour les temps qui viennent. Transmettez, créez, faites du business, toujours dans le respect des uns et des autres, tout simplement. Et n'oubliez pas de vous protéger de manière sérieuse, et surtout celles et ceux qui vous entourent. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.